Ce dimanche, c'est une présentation d'une vidéo de docteur. Et docteur, c'est dans le sens, c'est pas un médecin, elle a un doctorat. Et c'est une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Zoé Arcombe. C'est une chercheuse c'est une auteure, une blogueuse dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Son expertise, c'est sur justement les recommandations qui sont faites au niveau de la nutrition au public en général, spécialement sur les gras alimentaires et sur l'obésité aussi. Quand on parle de fibres, souvent, et quand on parle contre les fibres, très souvent, les gens vont dire ouais, c'est ça, c'est parce que c'est une personne qui est carnivore, c'est parce que ainsi de suite, toutes sortes de raisons. Et dans le cas de Zoé Arcombe, la particularité, c'est que ce qu'elle prône pour commencer, elle ne prône pas nécessairement, premièrement, elle ne prône pas du tout le CETO comme tel. Pas qu'elle est contre. Cependant, ce qu'elle prône, c'est trois choses. C'est la première chose, c'est de manger de la vraie nourriture. La deuxième chose, c'est de manger un maximum de 3 fois par jour. Et ce qu'elle dit souvent, c'est à moins que vous ne soyez une vache ou que vous souhaitiez avoir la taille d'une vache, arrêtez de brouter tout le temps. Et la troisième chose qu'elle va prôner, c'est de gérer votre apport en glucides. Donc, et même que lorsqu'elle a écrit son premier livre en nutrition, quand elle était plus jeune, elle était 100% végétarienne. Et aujourd'hui, ce qu'elle mange du poisson, de la viande, des légumes, elle mange même des fruits, elle mange des aliments qui sont vrais et du chocolat aussi. Elle adore le chocolat. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est contre les fruits et contre les légumes en particulier. Et c'est ce que je trouve qui est absolument intéressant dans son approche et dans cette vidéo-là. En 2016, elle a reçu un PhD, donc un doctorat. Sa thèse de doctorat, c'était l'examen des études RCT, qu'on appelle Random Control Trial, et les évidences épidémiologiques. Je m'excuse si je trébuche sur ce mot-là à quelques reprises dans ma présentation. Ça risque d'arriver quelquefois. Et dans les recommandations de 1977 et 1983, c'est une méta-analyse qu'elle a fait de ça. Donc, c'est pour ce qui est de la présentation de Zoé. Et la vidéo que je vous ai proposée, c'est une vidéo qui parle des fibres. À la fin du vidéo, ce qu'on devrait savoir, c'est qu'est-ce qu'une fibre exactement? Et combien en avons-nous besoin dans notre alimentation? D'où viennent les origines? Excuse-moi. D'où viennent l'origine? Non, l'origine, c'est d'où viennent. OK. Quelles sont les origines de la croyance que c'est bon pour nous? Quelles sont les lignes directrices? Quelles sont les preuves scientifiques? Quels sont les mécanismes? Je m'excuse, je vais juste fermer quelque chose. Bon. Après ça, est-ce que les fibres peuvent faire du mal? Qu'est-ce qui se passe réellement au point de vue des recommandations et la conclusion? Super. Donc, qu'est-ce qu'une fibre? Une fibre, c'est un glucide. Et là, ça va être la première portion, c'est ce qu'on appelle le cours de glucides 101. Il y a
il y a principalement trois, ce qu'on appelle des monosaccharides. C'est quoi un monosaccharide? C'est ce qu'on appelle un OAS. C'est un peu pour ça que on va parler de glucose, fructose, galactose et ainsi de suite. C'est quoi un OAS? C'est une molécule qui a 3 atomes de carbone au minimum. Là, en réalité, il y en a beaucoup de ces OAS-là. En alimentation, ce qu'on va parler présentement, c'est les OAS en alimentation. Et la particularité des OAS en alimentation, le glucose, le fructose et le galactose, c'est que c'est tous des OAS qui ont 6 atomes de carbone de long. C'est toute la même longueur de chaîne. Comme je vous disais, un monosaccharide, ça a 3 minimum atomes de carbone, mais ceux qu'on consomme dans notre alimentation, les 3 qu'on voit à l'écran présentement, ce sont des monosaccharides qui ont une chaîne de carbone de 6 de long. Donc, le glucose, c'est juste pour votre connaissance en général, le glucose, c'est un C6H12O6. Donc, on parle de 6 atomes de carbone, de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Et les 3 qu'on voit là, le glucose, le fructose et le galactose, sont identiques au niveau de leur composition chimique. Ça veut dire que le glucose a 6 atomes de carbone, le fructose a 6 atomes de carbone, le galactose aussi, mais le glucose a aussi 12 atomes d'hydrogène, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris ce concept-là. Et qu'est-ce qui différencie le glucose du fructose ou du galactose, parce que ça reste que ce n'est pas la même chose du tout. C'est simplement la forme de la molécule, la façon que les différents atomes sont disposés, la façon que la molécule est repliée sur elle-même, et ainsi de suite. Donc, c'est sa forme qui va faire que la molécule va être soit un glucose, un fructose ou un galactose. Chimiquement parlant, c'est la même chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle en alimentation, c'est un terme qu'on utilise souvent, c'est les sucres simples. Et ce que Zoé nous dit dans la vidéo aussi, c'est que ce qui est important de rappeler, c'est que dès qu'on parle de glucides, on parle de sucre, automatiquement. Automatiquement, c'est du sucre. Maintenant, en deuxième, il y a ce qu'on appelle les disaccharides. Donc, en anglais, ils appellent ça two sugars. Et les disaccharides, c'est ce qu'on retrouve directement dans notre alimentation. Donc, le premier, on voit le sucrose. C'est quoi le sucrose? C'est le fameux sucre blanc. Et donc, le sucrose est composé d'une molécule de glucose et une molécule de fructose. On le voit bien ici. Le lactose qui est le fameux sucre dans le lait, est composé d'un glucose et d'un galactose. Ici, c'est ce qu'on appelle du lactose. Et on a aussi un qui est un peu moins connu, qui est le maltose, ici à droite. Et le maltose, c'est 2 glucoses. Le maltose, où on retrouve ça, c'est ce qu'on appelle le fameux sucre de Malte. Et c'est un sucre qu'on retrouve dans les céréales, dans l'orge, par exemple, quand on fait de la bière. Donc, le sucre qui est fermenté quand on fait de la bière, ça va être du maltose. Donc, tous les glucides que nous consommons ajoutent du glucose dans notre sang. Ça, c'est les 3 qu'on consomme principalement. Le sucrose va rajouter du glucose dans notre sang. Le fructose ne se ramasse pas vraiment dans notre sang. Le lactose va rajouter du glucose et du galactose. Et le maltose va rajouter beaucoup de glucose. Ensuite. Bon. Ensuite, ce qu'on a, c'est
ce qu'on appelle les polysaccharides. Donc, les polysaccharides, c'est des molécules qui ont plus que 2 molécules de sucre. C'est composé de 2 choses, soit le glycogène. Pour ceux qui ont écouté les autres webinaires dans les semaines précédentes, on en parle souvent du glycogène, le glycogène musculaire et le glycogène hépatique. Le glycogène, c'est une façon que le corps, que ce soit un humain ou animal, c'est la façon que les animaux et les humains ont pour stocker le glucose à l'intérieur du corps humain. Et c'est quoi? C'est un assemblage de chaînes de glucose très, très longues, donc plus que deux molécules de glucose. C'est des assemblages très, 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 très longs de glucose qu'on appelle le glycogène. Et on retrouve ça à 2 endroits dans le corps humain, dans les muscles squelettiques, donc ma cuisse, mon mollet, mon biceps, triceps, ça contient tout du glycogène. C'est de cette façon-là que le corps va stocker. Pourquoi il va le stocker sous forme de glycogène? Parce que du glycogène, c'est une façon de stocker le glucose, mais qu'on peut récupérer le glucose de façon rapide et efficace. La façon que les plantes ont pour stocker le glucose, c'est sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle de l'amidon. En anglais, c'est du starch, comme exemple dans la patate. La patate, entre autres, 85% de la matière sèche d'une patate, c'est de l'amidon. Donc, c'est du sucre. C'est ce qu'on appelle un polysaccharide, des très, très longues chaînes. Donc, le glycogène, la façon de stocker le glucose dans un animal, dans un muscle, et l'amidon, c'est la façon que les plantes ont pour stocker le glucose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les polysaccharides qui sont non digestibles, donc les fibres. Parce qu'on a des polysaccharides qui sont digestibles, ceux qu'on vient de voir, et il y a ceux qui sont non digestibles, les fibres. Dans les fibres, il y a 2 types de fibres. Il y a ce qu'on appelle les fibres qui sont solubles et les fibres qui sont insolubles. Dans les fibres solubles, il y a, dans le fond, c'est quoi une fibre soluble? C'est une fibre qui va pouvoir être dissoute dans l'eau. Et une fibre insoluble, c'est une fibre qui ne peut pas être dissoute dans l'eau, tout simplement. Donc, les fibres qui sont solubles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'un coup qu'ils vont arriver dans l'estomac et dans l'intestin, ils vont devenir comme un genre de jello, un genre de gel à l'intérieur. Et ceux qui sont insolubles, bien, ils vont rester comme ils sont là. Cependant, ils vont agir un peu comme une éponge et ils vont absorber le liquide et ils vont gonfler aussi. Mais que ce soit un ou que ce soit l'autre, les deux, puis là, Zoé, dans sa slide, excusez l'anglicisme, mais dans sa vignette, a mis la toilette ici dans ceux qui sont insolubles, mais en réalité, et elle le dit elle-même, les deux se ramassent à l'intérieur de la toilette. Donc, la question qu'elle pose, c'est si les fibres finissent dans la toilette, on peut se poser la question à quel point elles ont une valeur pour nous, à quel point elles sont si bonnes pour nous. Dans toutes les autres formes de vie, un déchet, c'est un déchet. Les humains sont la seule forme de vie qui va valoriser un déchet. Il n'y a que dans le monde des fibres qu'un déchet devient une super bonne chose. Parfait. Maintenant, combien de fibres avons-nous besoin, ou plutôt combien de glucides on a besoin? En 2005, on va regarder la première portion en haut. En 2005, il y a un panel qui s'est réuni pour étudier les valeurs de macronutriments. C'est un panel qui est de l'AMA, l'American Medical Association. Okay? Donc, c'est une organisation aux États-Unis
qui regroupe l'ensemble de la médecine aux États-Unis. Et le résultat, la conclusion à laquelle ils sont venus, c'est, je vais lire en anglais en premier, the lower limit of dietary carbohydrate compatible with life apparently is zero, provided that adequate amount of protein and fat are consumed. En français, c'est la limite basse des glucides alimentaires qui est compatible avec la vie et apparemment zéro, tant et aussi longtemps qu'une quantité adéquate de protéines et de lipides est consommée. Ce qui veut dire qu'en un mot, on peut passer sa vie de la naissance à notre mort sans manger aucun glucide, tant et aussi longtemps qu'on consomme des protéines et des lipides, on va vivre sans aucun problème, on ne va pas mourir. Il n'y a pas de minimum à consommer. Et en 2015, ils sont revenus avec, ils ont fait ce qu'on appelle une précision pour préciser qu'est-ce qui était un nutriment essentiel. Un nutriment essentiel, je ne vous lirai pas en anglais, là, mais dans le fond, en résumé, c'est un nutriment essentiel, c'est soit une vitamine, un minéraux, un acide gras ou un acide aminé qui est absolument requis pour l'opération d'un corps humain normal et que le corps ne peut pas fabriquer de lui-même et donc qui doit être absolument essentiellement apporté dans l'alimentation que le corps ne peut pas fabriquer. Et tout le reste est considéré comme étant des nutriments non essentiels, donc les fibres ne sont pas un aliment essentiel. Ça. Bon, parfait. Je m'excuse, j'ai pas... Bien, on continue. Donc, on a déterminé que ce n'était pas un élément essentiel. Ça fait que la présentation est finie. Je vous remercie beaucoup. Et non, c'est pas vrai, on continue. C'est la petite joke que Zoé faisait durant sa présentation. OK. Donc, quelle est l'origine de où vient cette fameuse idée que les fibres, c'est bon pour la santé? Première chose, on va parler de Sylvester Graham. Et oui, si vous faites le lien entre Sylvester Graham et les biscuits Graham, ben vous avez absolument raison. C'est de lui que ça vient. Sylvester Graham, c'était un fan de l'alimentation à base de plantes. Sa version est devenue ce qu'il appelait en anglais de Diet en tout cas, du Jardin d'Éden, The Garden of Eden. Et la particularité de Sylvester Graham, c'est qu'il s'opposait énormément à la luxure et aux pensées impures. Et ce qu'il croyait, c'était que la viande était la cause de la luxure et des pensées impures. Et donc, que la viande entraînait la masturbation et que la masturbation entraînait la surdité et ainsi de suite. Ensuite, on a Ellen G. White. Ellen G. White, c'est une des fondatrices de l'Église adventiste. L'Église adventiste, c'est ce qu'on appelle l'Église adventiste des... en français, c'est Seven Days Adventist. En tout cas. L'Église adventiste des 7 jours, quelque chose comme ça. Là. Je vais l'appeler l'Église adventiste. Elle a écrit 26 livres et 5000 articles, plus ou moins, pour des magazines entre 1827 et 1915, sur une période de 70 ans. Et
ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a écrit, c'est basé sur... c'était basé sur des visions qu'elle avait. Elle a eu à peu près 2000 visions, là, selon les écrits là-dessus, là, dans lesquels le Christ venait lui jaser ça en direct. Et une de ces visions-là, durant une de ces visions-là, elle a mis en... Les visions lui ont expliqué, dans le fond, 8 concepts pour avoir une santé optimale. Et à l'intérieur de ces 8 concepts-là, il y en avait un qui disait que les humains ne devaient pas manger, ne devaient pas tuer pour manger. Et donc, elle croyait que la viande, le beurre et le lait étaient des aliments de la haine. Et pour les hommes surtout, puis que ces aliments-là provoquaient l'agressivité chez les hommes et un peu comme notre ami Sylvester Graham, la viande entraînait la luxure, les pensées un peu, la masturbation et tout le kit au complet. Donc, notre amie ici, Ellen G. White, et c'est de la base du végétarisme, même si on en a parlé avant, les bases qu'on connaît aujourd'hui du végétarisme sont basées sur les écrits de Ellen G. White et sur ses visions du Christ qui lui a parlé, là, et ainsi de suite. L'ensemble de ce qu'on a présentement au niveau du végétarisme, c'est basé sur ça, sur l'Église adventiste des 7 jours. Ensuite, on a John Harvey Kellogg. Et oui, John Harvey Kellogg, c'est l'inventeur des fameuses cornflakes de Kellogg's. Et John Harvey Kellogg a eu, c'était un membre, sa famille, c'était des membres de l'Église adventiste. Et il a eu, à l'âge de 12 ans, la tâche de travailler comme apprenti imprimeur dans la maison d'édition de l'Église adventiste, parce que l'Église adventiste possède leur propre maison d'édition. Et il a eu à travailler comme apprenti imprimeur pour écrire, pour imprimer le livre des 8 principes de santé des visions de Ellen G. White. Donc, à 12 ans, il a eu à travailler sur ce livre-là. C'est clair qu'il l'a probablement appris par cœur. Et John Harvey Kellogg, c'est à partir de ce moment-là qu'il a développé ces 3 croyances les plus importantes qui vont forger le restant de sa vie au complet. C'est que, en numéro 1, la viande, c'est un péché. Numéro 2, la masturbation est un péché. Et numéro 3, les fibres nettoient le corps. Et bon, une joke que Zoé fait dans son vidéo, ce qu'elle dit dans le fond, c'est qu'il a raison sur un point. Après un numéro 2, on se sent mieux parce qu'on est littéralement plus plein de merde. Donc, c'est la joke qu'elle faisait. Et la raison pour laquelle John Harvey Kellogg a inventé les cornflakes, c'était que justement, il avait découvert que dans le fond, les hommes qui mangeaient beaucoup, beaucoup de fibres et qui coupaient complètement la viande avaient une libido moins forte. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, je ne sais pas si lui le savait précisément, mais ça, on l'a découvert plus tard, c'était qu'effectivement, de manger énormément de fibres chez un homme, ça fait baisser sa testostérone. Mais au moins, lui avait remarqué que les hommes étaient moins agressifs à ce moment-là, ainsi de suite. Et je ne sais pas s'il savait que c'était à cause de la testostérone, mais bon. Donc, on a nos 3 protagonistes ici. Et on peut rajouter Dennis Burkitt, qu'on a appelé l'homme fibre, de Fiberman en anglais, était relativement... Et Dennis, c'est quelqu'un qui était relativement sain d'esprit comparativement aux 3 autres, un peu moins porté sur les visions de Dieu, là. C'était un épidémiologiste et ce qu'il a fait durant sa carrière, c'est qu'il a observé qu'il y avait une corrélation entre la consommation de fibres et l'incidence de diverses maladies
qui étaient non transmissibles. Des maladies comme le diabète de type 2, l'obésité et ainsi de suite. Et sa carrière a été basée au complet sur l'amour des fibres, autour des fibres. C'était vraiment tout ce qu'il faisait, c'était autour des fibres. Et c'est quoi le lien entre ces trois-là? Ben, il y a une personne qui a fait un lien entre ces quatre personnes-là. Je m'excuse, parce que j'ai marqué 3 dans mes notes, mais c'est 4. Et c'est une personne qui s'appelle Belinda Fettke. Je vais probablement parler dans un futur podcast, pas un futur podcast, dans un futur webinaire. Belinda Fettke, c'est la femme du docteur Gary Fettke, qui est un chirurgien. Et Gary Fettke, c'est un spécialiste aussi de l'alimentation low carb, high fat, cétogène. Il fait partie de la gang des spécialistes dans cette alimentation-là. Et la particularité de Dr. Fettke, c'est c'est un médecin australien et il a été poursuivi par l'Ordre des nutritionnistes pour avoir fait des recommandations en alimentation low carb, high fat, céto, et ainsi de suite. Et sa femme s'est mise à faire des recherches parce qu'elle se demandait pourquoi que non seulement son mari était poursuivi, mais que les personnes qui poursuivaient avaient un financement là, comme illimité. Et qui les finançait principalement, c'est une compagnie qui s'appelle Sanitarium en Australie. Et Sanitarium, c'est une compagnie qui fabrique, devinez quoi? Des céréales. Et elle s'est mise à faire des recherches et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a trouvé, c'était que Sanitarium, c'est une entreprise de l'Église adventiste des 7 jours et que Sylvester Graham, Dennis Burkitt, John Harvey Kellogg, ainsi de suite, toute cette bête gang-là, c'est tous des gens qui sont des adventistes. Et les adventistes supportent les véganes, supportent la diète Garden of Eden. Et même aujourd'hui, le Eat Lancet, qui est une entreprise, un dépositaire de recherche scientifique, tout ça est relié directement à l'Église adventiste. Quand Zoé a vu que Belinda avait fait tous ces liens-là, Zoé s'est dit que c'était la plus belle théorie conspirationniste de l'histoire. Et elle n'a pas tenu compte de ça jusqu'en 2018. En 2018, l'Église adventiste a publié un papier qui expliquait l'impact qu'ils ont eu sur la promotion de l'alimentation à base de plantes à travers le monde et surtout, quels étaient leurs buts quand ils ont commencé cette promotion-là. Donc, en 2018, l'Église adventiste a sorti du garde-robe carrément en plein jour et on dit « Oui, c'est vrai, regardez, nous, on prône ça et voici ce qu'on a fait. On finance les véganes, on finance des papiers, des études, blablabla, tout le kit. On va financer même des procès contre des gens, comme exemple Tim Noak et ainsi de suite. On va financer ces poursuites-là. Pourquoi? Pour promouvoir l'alimentation végétarienne et élevée en fibres et ainsi de suite. Donc, c'était pas une théorie conspirationniste tant que ça en réalité. Maintenant, quelles sont les lignes directrices pour les Américains? Quand on regarde en 1977, c'est la sortie du rapport du sénateur McGovern aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à attaquer les gras dans l'alimentation. Mais à l'intérieur de ce rapport-là,
ils n'ont pas parlé de fibres comme telles. On ne parle pas de fibres. Cependant, c'est là qu'on commence à parler d'augmenter les légumes et les grains entiers. Mais il n'y a personne qui parle de fibres en 1977. Tranquillement, à partir de 1977 jusqu'aux années 2000, les fibres ont commencé à apparaître et la fréquence à laquelle les fibres ont été mentionnées dans les discussions au niveau des recommandations en apport, il y a eu une augmentation de cette fréquence-là. Cependant, jusqu'en 2000 et même jusqu'en 2005, il n'y avait aucune ligne directrice, il n'y avait aucun chiffre, il n'y avait aucune fibre. Il n'y avait aucune cible au niveau des fibres. C'est en 2005 que les fibres sont réellement devenues un nutriment d'importance et qu'il y a une fibre, il y a une cible, j'ai de la misère, il y a une cible qui a été fixée. Et cette cible-là, c'était 14 grammes par jour pour 1000 calories. Ce qui fait qu'un humain normal qui va consommer, exemple, 2000, 2200 calories, bien, on parle grosso modo d'autour de 30 grammes. Sur quoi? Donc, OK, j'allais un petit peu trop vite. Ce qui a donné grosso modo au niveau des recommandations, ce tableau-là en bas. Et, bon, chez les enfants de 1 à 3 ans, on parle de recommander 14 grammes, autant chez les hommes que chez les femmes. À partir de 4 à 8 ans, on commence à recommander un peu plus chez les hommes que chez les femmes. De 9 à 13 ans, encore un peu. À partir de 14 à 18 ans, bien là, c'est sûr que là, on en recommande beaucoup plus parce qu'on n'oublie pas, hein, les fibres. Ce que ça fait, c'est que ça réduit la testostérone, ça réduit la masturbation et ça réduit l'agressivité chez les hommes. Et donc, à partir de 14 ans, jusqu'à la fin de notre vie, les recommandations pour les hommes sont beaucoup plus élevées en fibres que chez les femmes. Oups, j'ai oublié une petite note que je m'étais mis. Ah, c'est ça. Parce que les hommes, ben, c'est les méchants agressifs, donc on doit leur faire manger des fibres pour ça. En Angleterre, UK, United Kingdom, en Angleterre, eux autres, ils aiment beaucoup les chiffres ronds, donc ils ont arrondi ça de 2 à 5 ans à 15 grammes, de 5 à 11 à 20 grammes, de 11 à 16, 25 grammes, et plus de 16 ans, c'est 30 grammes, on arrondit ça comme ça. Cependant, il n'y a absolument aucune évidence, aucune preuve scientifique. Ces valeurs-là n'ont été basées sur rien. Si on regarde juste un peu avant ça, il n'y a pas d'études qui justifiaient un chiffre. Rien. Il n'y a pas de dire, on a étudié des gens, un groupe à qui on faisait consommer 5 grammes, un groupe à qui on faisait consommer 15 grammes, un groupe à qui on faisait consommer 45 grammes. Il est arrivé, puis un groupe à qui on ne faisait pas de recommandation, il est arrivé X, Y, Z. Il n'y a rien. On a sorti des chiffres d'un chapeau, on a planté ça dans une recommandation. Et ensuite, avec les recommandations, il y a le journal The Guardian en 2019. Parce qu'en 2019, il y a une étude de Reynolds aussi, qui est une méta-analyse. On va parler de ça, les méta-analyses, tantôt, qui a sorti, qui attaquait l'alimentation low carb, puis tout, puis qui a sorti ce tableau-là pour dire, regardez comment vous pouvez manger 30 grammes de fibres, ainsi de suite. Et ça, c'est l'alimentation que vous pouvez, mettons un repas, si on veut, un déjeuner, là, que vous pourriez manger pour obtenir vos 30 grammes de fibres. On regarde ici, les fibres totales, ici, c'est 30 grammes. Donc,
les bran flakes, une banane, 3, une pomme, des noix, et ainsi de suite, blablabla. Donc, pour obtenir mon 30 grammes de fibres ici en bas, je dois consommer 945 calories, 175 grammes de glucides et 44 grammes de sucre. Parce qu'on n'oublie pas, les fibres, c'est un glucide et un glucide, c'est un sucre. Et là, il y a l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui dit de ne pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour. Là, ce qu'on vous répond à ce moment-là, parce qu'ici, cette présentation-là, c'est 44 grammes. Et là, les gens vont vous dire, les nutritionnistes vont dire, oui, mais l'OMS qui a dit, c'est 25 grammes de sucre ajouté. On ne peut pas consommer plus de 25 grammes de sucre ajouté. Mais la question, c'est, mon corps, comment il sait, lui, que c'est du sucre ajouté? Parce que le corps ne fait pas la différence entre un sucre, un glucose, qui vient d'une pomme ou qui vient d'un sachet de sucre. Pour lui, à partir du moment où je rentre un glucide dans mon corps, à moins que ce soit une fibre, il est décomposé, il finit en glucose, en fructose ou en galactose. Et à partir de là, il n'y a pas une étiquette sur cette molécule-là qui dit, oui, mais ça c'est un glucose-là, mais c'est un glucose sain parce qu'il y a une étiquette pomme sur le glucose. Et ça, c'est pas un glucose sain parce qu'il y a l'étiquette Dunkin' Donut dessus. Ça n'existe pas. Et l'autre problème qu'il y a à l'intérieur de tout ça, c'est que, puis on va en parler tantôt, c'est que si vous voulez atteindre ces chiffres-là, c'est que vous allez devoir consommer des céréales ou, comme en bas, des aliments qui sont hautement transformés. Parce que c'est là que vous allez avoir vos niveaux de fibres les plus élevés dans les aliments. Si vous regardez ici, les bins, ici une canne de bins, exemple, à 5,5 au niveau des fibres, ou les bran flakes à 5,3, vous n'aurez jamais une pomme avec un niveau de fibres aussi élevé que ça, ou une banane, ou un fruit, ou ainsi de suite. Donc, gardez ça en mémoire parce qu'on va en parler tantôt. OK. Fait que là, on a parlé des. Ça, c'est ridicule, mais en tout cas. On a parlé des guides, des recommandations au niveau de l'entrée, mais il y a aussi des recommandations, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une fibre. Il y a une fibre. Il y a une cible. Hey, j'ai vraiment de la misère avec celui-là matin. Il y a une cible pour la sortie aussi. Et il y a eu une étude, je suis très sérieux là-dessus, sur la sortie, quelles sont les recommandations pour les sorties. Et on devrait être dans le type 3 ou dans le type 4. Et la façon, si vous arrivez dans le type 5, c'est parce que vous manquez de fibres. OK. Ça, cette slide-là n'est pas dans la présentation de Zoé et j'ai voulu la rajouter. Pourquoi? Parce qu'on va parler un peu plus tard des différents types d'études scientifiques et je voulais vous expliquer 30 secondes un peu au niveau de la force de l'évidence, si on veut. Là. Je m'excuse, je le sais que l'évidence, c'est un anglicisme. Là. Puis là, depuis tantôt que je cherche dans ma tête à essayer de le remplacer par le vrai terme en français, mais bon, tant pis. On va y aller avec l'évidence. Là. Et donc, ici, on a, au niveau des études scientifiques, à la base, c'est ce qu'on appelle une expérience in vitro, donc dans un tube. Et ça, c'est l'évidence la plus faible.
Pourquoi? Parce que, justement, dans un tube, on est extrêmement loin de ce qui peut se passer dans un corps humain. Dans un tube, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va isoler une réaction chimique, tandis que dans le corps humain, il y a des milliards de réactions chimiques qui vont se produire en même temps et qui vont interagir ensemble. Donc, dans un tube, c'est pas parce que dans un tube, je mets deux molécules ensemble et qui réagissent d'une certaine façon que ça va se passer nécessairement comme ça dans le corps humain. Après ça, en deuxième, on a ce qu'on appelle un papier sur les recherches animales. Encore une fois, recherche sur les souris, recherche sur les rats et ainsi de suite. Et c'est pas parce que, exemple, un des exemples souvent qu'on donne, c'est que quand on nourrit un rat avec beaucoup de gras, les rats ont tendance à engraisser. Quand on nourrit un humain avec beaucoup de gras, un humain a tendance à perdre du poids. Cette relation-là est directe. Au niveau d'un humain et d'un rat, il y a une différence majeure entre les deux, la réaction d'un rat par rapport à un humain. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après ça, il y a les papiers d'opinion, les historiaux, les rapports d'idées, ces choses-là. Après ça, il y a ce qu'on appelle un case report ou ce qu'on appelle aussi un N est égal à 1. Quand on dit ça, souvent, là, un N est égal à 1, ce que ça veut dire en réalité, c'est que le N, c'est le nombre de personnes qui ont participé à l'étude. Et quand je dis un N est égal à 1, ça veut dire qu'il y a une personne qui a participé à cette étude-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une anecdote. Ce qui fait que ce que je vais faire, c'est, admettons, je suis un chercheur ou je suis un médecin et j'ai un patient qui a une maladie X, Y, Z et qui va dire, mettons, cette maladie-là ne peut pas être guérie. Et cette personne-là va manger une banane, exemple, et va guérir. Bon, ben moi, en tant que médecin, je peux rapporter ceci. Je peux dire, bon, cette personne-là avait tel diagnostic. On dit que ce diagnostic-là est irréversible, mais chez cette personne-là, la seule chose qui est arrivée de spécial, c'est qu'elle a mangé une banane et elle a guéri. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une anecdote. Et on peut publier ça en disant, on ne comprend pas pourquoi, mais bon, il est arrivé telle chose et ainsi de suite. Après ça, on a un case series. Ça veut dire qu'on peut avoir une série. Ça veut dire que moi, en tant que médecin, je peux avoir, sur une période de 10 ans, avoir rencontré 150 personnes qui, grosso modo, leur cas correspond grosso modo à mon cas de N est égal à 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais publier un papier en disant, bon, les conditions n'étaient pas contrôlées, et ainsi de suite, mais j'ai 150 personnes qui avaient telle maladie qui n'est pas renversable et que là, ils ont mangé une banane et que la maladie s'est renversée, ainsi de suite. Je ne comprends pas encore trop les mécanismes, mais il semble y avoir un lien. Et dans le fond, le but d'un papier comme ça, ça serait de dire on devrait peut-être investiguer les mécanismes en arrière de ça. Donc, ça, c'est une case series. Après ça, on a des case control studies, où ce que là, on va commencer à contrôler certains paramètres. Ça veut dire qu'on peut prendre des gens à qui on va dire pendant un an, vous allez manger une banane et ainsi de suite. Après ça, il y a les cohort studies. Et donc là, on va vraiment former des groupes. Ensuite, il y a les Randomized Control Double Blind Study. Ça veut dire Randomized Control Trial. Là, on commence à rentrer à l'intérieur de... On va commencer à rentrer dans une étude où ce que là, on va dire, on va prendre un groupe de 100 personnes sans les sélectionner. On va juste dire, bon, on veut faire une étude scientifique. Et là, Random Control Double Blind Study, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre les gens et on va faire, exemple, si je veux tester la fameuse banane, c'est que je vais prendre un groupe qui va aléatoire, ça veut dire que je vais sélectionner les gens de façon aléatoire, je vais les disposer dans 3 groupes. Il va y avoir un groupe qui va manger la banane, un groupe qui va manger un placebo de banane
et un troisième groupe qui va être mon groupe de contrôle à qui on ne dira pas de manger de banane ou de ne pas manger de banane. On ne parlera même pas de la banane. Ils vont juste vivre leur vie complètement et on va pouvoir comparer les deux groupes à ce groupe-là. Donc, à ce moment-là, on contrôle le groupe avec l'intervention, on contrôle le groupe avec le placebo et on compare ça avec la population en général, dans le fond. Et ça, c'est ce qu'on appelle un double-blind study. Et après ça, en haut, on a ce qu'on appelle les Systematic Review and Meta-analyse. Et à l'intérieur de ça, c'est quoi ça dans le fond? C'est que là, on va prendre une série d'études RCT qu'on appelle. On va prendre, mettons, 10, 15, 20 études RCT qui se sont faites en 30 ans. Et là, on va toutes les grouper ensemble. C'est sûr, des études RCT dont le thème principal, on va établir des critères que le thème principal, c'est, exemple, la banane, blablabla. On parle de banane sur l'intervention sur cette maladie XYZ-là. Et là, on va reprendre les données et on va creuser ces données-là de façon statistique pour dire, écoutez, sur 100 études RCT, quand on donnait la banane à ces personnes-là, 45% des gens guérissaient de la maladie XYZ. Donc, on peut dire que oui, il y a un mécanisme, c'est prouvé scientifiquement, et c'est pour ça qu'on retrouve ça en haut complètement. Ce qu'on n'a pas à l'intérieur de ça, c'est, vous allez le constater, c'est ce qu'on appelle les fameuses études épidémiologiques. Pourquoi? Parce qu'une étude épidémiologique, à la base, ce que ça l'emmène, ce que ça nous apporte, c'est ce qu'on appelle des corrélations. C'est un lien entre deux choses qui semble relativement évident, ce qui fait qu'il y a un lien entre la consommation de bananes et les gens qui, bon. Il faut faire extrêmement attention à ça parce que pour qu'il y ait une causation, il faut passer à des études RCT. Il faut établir les mécanismes et il faut passer à des études RCT. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle, pour déterminer s'il y a un lien de causalité direct entre l'étude épidémiologique et le mécanisme, il y a ce qu'on appelle une charte, Bradford-Hill, qu'on va parler 30 secondes tantôt, qui a 9 critères, qui dit que dans une étude épidémiologique, si cette étude-là, je peux passer si le lien est assez fort, bien, je peux passer à une deuxième étape pour essayer de prouver le lien de cause à effet entre les deux. Donc, l'utilité d'une étude épidémiologique, c'est de trouver des nouvelles hypothèses, de voir si j'avais pas vu le lien entre les bananes et cette maladie-là, mais je fais une étude dans la population, j'envoie un questionnaire, et là, dans mes questionnaires, je pose la question, avez-vous telle maladie, mangez-vous des bananes, blablabla. Et là, le monde, quand je commence à faire une analyse statistique de tout ça, je constate que le monde qui mange des bananes, souvent, ils ont cette maladie-là, bien, ils n'ont plus cette maladie-là. Et donc, il semble avoir un lien entre les deux. Et donc, à ce moment-là, c'est une hypothèse. Est-ce que oui? Et là, je vais commencer à faire des études, case report et ainsi de suite, pour monter jusqu'au RCT en bout de ligne pour prouver cette hypothèse-là. Mais là, à un moment donné, les études épidémiologiques ont été complètement détournées et on a fait même des méta-analyses d'études épidémiologiques. Mais si mon étude épidémiologique, c'est carrément vraiment pas bon parce qu'il y a des très grosses faiblesses à l'intérieur de ça. Entre autres, c'est des questionnaires et ainsi de suite. Bien, creuser mes données avec une base qui n'est pas solide, qui est de la merde, si on veut, ça ne va pas me donner de l'or en barre en bout de ligne. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer.
qu'est-ce que les évidences, les preuves scientifiques? Ce qu'on aimerait avoir, dans le fond, au niveau des fibres, ça serait une méta-analyse de RCT sur les fibres. On aimerait ça pouvoir avoir une étude scientifique, une méta-analyse de 100 RCT, sans étude, Random Control Trial, sur les fibres dans lesquelles on aurait testé un paquet de fibres, tout le kit. Et le problème, c'est que on ne peut pas avoir d'études, des méta-analyses sur les RCT, sur les fibres, parce qu'il y a juste une étude assez longue et avec assez de monde qui serait acceptable dans le cadre d'une méta-analyse. Okay? Et cette étude-là, c'est l'étude qui est ici. Effect of change in fat, fish and fiber intake on death and myocardial reinfarction, diet and reinfarction trial. C'est une étude DART qui a eu lieu en 1989. Et pour commencer, cette étude-là, vous remarquerez, dans les études, dans ces années-là, il n'y a aucune femme à l'intérieur de ces études-là, c'est toujours sur les hommes. Donc, pour toutes les femmes qui m'écoutent présentement, ne tenez pas compte des résultats de cette étude-là. Ça ne vous concerne pas. C'est une étude pour les hommes. Cette étude-là avait 3 interventions. Okay? C'était une étude sur des hommes qui avaient récupéré d'un infarctus du myocarde. Et donc, ils ont fait 3 groupes. Premier groupe, à qui on demandait de réduire les gras alimentaires, et non seulement à qui on demandait de réduire les gras alimentaires, mais on demandait aussi de changer le ratio des gras et de diminuer les gras saturés et d'augmenter les gras polyinsaturés dans ce groupe-là. Après ça, et n'oublions pas que c'est une étude RCT, donc ils ont pris un groupe à qui on demandait ça, et ils ont pris un groupe à qui ils n'ont pas demandé ça. Après ça, il y avait un groupe B à qui on demandait d'augmenter la consommation de poissons gras, comme du saumon, du thon, et ainsi de suite, versus un groupe de contrôle à qui ils n'ont pas demandé ça. Et ils ont pris un 3e groupe à qui on demandait d'augmenter les fibres et on demandé d'augmenter les fibres à 18 grammes par jour versus, encore une fois, un groupe de contrôle à qui ils n'ont pas demandé ça. Eh bien, cette étude-là, sur 2 ans en plus, on a parlé de 2 ans, et dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont regardé pour déterminer à la fin les résultats? C'est ce qu'on appelle en anglais le hard data. Et le hard data, c'est quoi? Ça va être, exemple, c'est les événements majeurs, donc la mort ou le fait de refaire une nouvelle infarctus du myocarde. Et dans le groupe des fibres, okay, avant de parler du groupe des fibres, on va regarder au niveau du groupe des gras. Au niveau du groupe des gras, au niveau du groupe des gras, je m'excuse. Au niveau du groupe des gras, il n'y a pratiquement eu aucune variation avec la variation au niveau des gras. Au niveau du groupe à qui on a demandé d'augmenter l'apport en poissons gras, il y a eu une diminution de 29 % du taux de mortalité. Et au groupe à qui on a demandé d'augmenter les fibres à 18 grammes par jour, il y a eu une augmentation du taux de mortalité.
Et là, on va dire que l'augmentation n'était pas statistiquement significative. Et c'est vrai qu'elle n'était pas si significative que ça au niveau des statistiques. Donnez-moi juste une seconde. Bon, je m'excuse pour ça. Ben, les groupes ici, all death, toutes morts confondues, ceux qui ont reçu la recommandation des fibres, il y a eu 123 morts sur 2000 personnes, grosso modo, sur 2000 hommes. Pas de fibres, pas de recommandation sur les fibres, 101 personnes. On parle il y a eu 22 morts de plus à ceux à qui on a recommandé d'augmenter les fibres. Les fibres sont supposément protecteurs pour les maladies cardiaques. Les morts d'infarctus du myocarde à l'intérieur de ce groupe-là, il y en a eu 109 à qui on a dit d'augmenter les fibres, contrairement à 85 à qui on n'a pas demandé d'augmenter les fibres. Il y en a eu 41 qui ont fait des infarctus non fatales, identiques des deux côtés. Et combien ont fait, au total, combien il y a eu d'infarctus du myocarde? Il y a eu 150 au niveau de ceux qui ont su le conseil au niveau des fibres, d'augmenter les fibres, 126. Et si on compare aux poissons, ceux à qui on a dit de manger du poisson, il y a eu 94 morts comparativement à 130. On voit une belle augmentation au niveau, une belle protection, là. Et c'est significativement, quand on regarde ici, le p-value, on est à 0.05 et à 0.01. Donc, à ce moment-là, on dit que ces statistiques-là sont statistiquement significatives. Ce graphique-là, j'ai été le chercher dans l'étude parce qu'il n'était pas dans la vidéo. Je l'ai rajouté. Je trouvais que c'était plus visuel de voir ça. Ensuite, juste voir si je n'ai pas oublié mes notes. Non, c'est ça. Parfait. Maintenant, quelles sont les évidences? Allons voir Cochrane. Cochrane, c'est une organisation sans but lucratif qui fait des révisions systématiques de la science. Et Cochrane, c'est une organisation sans but lucratif, je viens de le dire, mais qui est complètement indépendante de l'industrie. Et donc, et c'est ce qui se vante le plus, là, c'est de dire eux autres ne reçoivent aucun dollar de l'industrie agroalimentaire, ne reçoivent pas d'argent des compagnies pharmaceutiques, et ainsi de suite. Et eux autres, c'est ça. Ils vont reprendre les études qui sont dans PubMed et partout comme ça, puis ils vont faire des méta-analyses de ces études-là. Ils ont pris 3 études, excusez-moi, Cochrane ont publié 3 papiers sur les fibres. Un sur les fibres dans la prévention des maladies cardiovasculaires, les grains entiers dans les céréales pour la prévention primaire ou secondaire des maladies cardiovasculaires et les grains entiers, les nourritures qui contiennent des grains entiers pour la prévention du diabète de type 2. Ces 3 papiers-là
la conclusion qu'ils ont eue est identique pour les 3 papiers. Properly designed long-term randomized control trials are needed. Donc, la conclusion, c'est pas pitchez-vous ces fibres parce que ça va vous sauver, vous allez vivre jusqu'à 150 ans avec ça. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'on a besoin pour vraiment avoir des conclusions scientifiques. Ce sont des études RCT sur du long terme. Et donc, à partir du moment où Cochrane ont publié ça, vous comprendrez que tous les scientifiques du monde se sont rués pour faire des RCT sur les fibres et sur l'impact des fibres sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer, et ainsi de suite. Et là, quand Zoé dit ça, elle est un peu sarcastique parce qu'en réalité, ce qu'on s'est ramassé, c'est avec, et c'est pas mon terme, mais c'est le terme de Zoé, avec une diarrhée d'études épidémiologiques nutritionnelles. Et la diarrhée a été tellement grande qu'ils ont fait ce qu'on appelle une étude umbrella. C'est en français, je ne sais même pas comment la traduire réellement, c'est pour ça que je vais utiliser le terme umbrella, mais ça serait comme, si on veut, une étude parapluie. Et tantôt, je vous en ai pas parlé quand j'ai expliqué l'ensemble des études scientifiques. Au top du top, c'était les méta-analyses. Et oui, mesdames et messieurs, une étude umbrella, une étude parapluie, c'est le summum. Quand on regardait ma pyramide, tantôt, là, il y a un pignon au-dessus de la pyramide parce qu'il y a en haut de ça, c'est l'étude parapluie. L'étude parapluie, c'est quoi? C'est une méta-analyse de méta-analyse. Et il y a eu tellement d'études épidémiologiques faites sur les fibres qu'on a pu faire une méta-analyse, des méta-analyses, des études épidémiologiques sur les fibres. Et comme je vous ai expliqué tantôt, une étude épidémiologique ne peut pas établir un lien de causalité. Donc, l'évidence est extrêmement faible, sinon nulle. Et si je prends une méta-analyse d'études épidémiologiques, mon évidence ne deviendra pas de l'or en barre demain matin. Et si je prends une étude umbrella de méta-analyse que les évidences ne valent pas la valeur du papier sur lequel elles sont écrites, bien, la valeur de mon étude umbrella ne va pas devenir de l'or en barre demain matin non plus. Ils ont sélectionné 18 méta-analyses au total. 18 méta-analyses, c'est ça. Et dans ces 18 méta-analyses-là, il y avait 21 conclusions. Et de ces 21 conclusions-là, il y en ont sorti 3 qui ont dit que les évidences étaient suffisamment convaincantes pour établir des recommandations, dans le fond, pour dire que oui, c'est ça. Ça, on sait maintenant que les fibres, c'est bon pour ça. Et là, je m'excuse aussi parce que ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai été chercher l'étude Umbrella, puis je vous rappelle, gang, c'est que je vais vous transmettre toutes les études et le PDF de la présentation par courriel. J'ai commencé à faire ça pour tous les autres webinaires et vous allez avoir ça aussi. Donc, cette étude Umbrella-là, vous allez pouvoir aller la voir plus tard. Et là, je suis venu coller la conclusion. OK? La conclusion de l'étude Umbrella dit que qui ont trouvé des associations entre les fibres, entre l'entrée des fibres et une réduction des accidents cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les cancers pancréatiques.
Donc, selon cette étude-là, si je mange plus, si mon apport de fibres est un peu plus élevé dans mon alimentation, je vais avoir moins d'accidents cardiovasculaires, moins de diabète de type 2 et moins de cancer du pancréas. Donc, un apport plus élevé en fibres fait partie d'une diète santé. Cependant, future randomized controlled trial in large sample size are needed to confirm these observational findings. Nous avons besoin, afin de confirmer ces observations-là, d'études RCT sur des longues durées avec des gros groupes de personnes. OK. Donc, c'est ça, je disais tantôt qu'on était pour revenir là-dessus. Tout ceci basé sur des études épidémiologiques qui sont des études basées sur des questionnaires. Les études épidémiologiques ont 3 problèmes. La première, c'est qu'ils établissent, là, je le répète encore, je m'excuse si je suis répétitif, pour qu'une étude épidémiologique va démontrer l'association, pas la cause. J'ai oublié, je voulais inclure un graphique. À un moment donné, il y a un site Internet qui démontre justement des associations comme ça, un peu loufoques. Comme exemple, il y avait une association, une corrélation directe entre, de mémoire, je pense, c'est les taux de suicide et la sortie de films avec un acteur, je ne me souviens plus du nom. Là. Bon, ça, il y avait ça. Mais il y avait aussi, exemple, dans le Marineland, il y avait une association directe avec les taux de divorce et la consommation de margarine. Fait que si vous vivez dans le Marineland et que vous êtes marié, ben mangez pas de margarine parce que sinon vos chances de divorcer sont plus élevées. Ça, c'est le genre d'association loufoque qu'on peut faire avec des études épidémiologiques. Et 30 secondes, à un moment donné, il y a eu une étude que, je me semble que j'avais publié cette étude-là. À un moment donné, ils ont repris une étude aux États-Unis. C'était une étude qui avait été financée par le gouvernement. C'est une étude questionnaire. Ils avaient envoyé des questionnaires aux gens. Et à un moment donné, il y a un groupe qui a repris cette étude-là puis qui a crunché le data. Parce que ça, c'était sur 70 000 personnes. Et avec ça, il avait établi là, que genre les fibres, c'était bon, puis le gras, c'était pas bon, puis que le monde qui mangeait du gras, ben, il y avait plus de cancer. Puis, toutes sortes de niaiseries comme ça. Et là, il y a un autre groupe de chercheurs qui ont repris cette étude-là. Et là, ils ont investigué un peu. Et ce qu'ils ont déterminé, c'était que, de mémoire, là, c'était autour de 48 % des gens qui avaient répondu au questionnaire, quand on regardait ce que ces gens-là disaient manger dans une journée, ben, si on additionnait les calories de ce qu'ils disaient manger dans une journée, 48 % de ces gens-là rapportaient dans leur questionnaire manger moins de calories qu'une personne dans le coma. Et pourtant, on a pris ce questionnaire-là, cette étude sur ce questionnaire-là, pour faire des recommandations aux gens. Ce que ça établit, c'était que les gens qui répondent à ces questionnaires-là mentent directement. Et souvent, premièrement, ils se mentent à eux-mêmes. Et deuxièmement, ils mentent au questionnaire parce qu'il y a toujours comme la petite voix dans la tête qui dit mais non, je ne vais pas y dire, je ne vais pas leur dire que je mange de la pizza 8 fois par semaine. C'est pas bon, ça. Même si la personne qui va lire le questionnaire ne pourra pas faire le lien, c'est pas grave, c'est psychologique. Deuxièmement, ces questionnaires-là sont souvent basés sur 1 an, 2 ans. Qui se souvient de ce qu'il a mangé vendredi passé? Imaginez qui peut se souvenir de ce qu'il a mangé il y a 2 ans. Ça vaut à rien. Donc,
dans une étude comme ça, pour qu'un risque, comme exemple ici, l'étude de Reynolds qu'on a parlé en 2019 tantôt, on parlait d'une augmentation. R ici, c'est le relative risk, le risque relatif, une augmentation de 15 du risque quand on comparait des gens qui consommaient 30 grammes de fibres versus 5 grammes de fibres. Pour qu'une étude remplisse le premier critère de Bradford Hill, il faut que l'augmentation du risque relatif soit du double. Donc, 100 Ça veut dire que les gens qui mangeraient 30 grammes de fibres auraient une diminution du double, dans le fond, de la moitié, du risque, où ceux qui mangent juste 5 grammes, dans le fond, auraient 100 de chances de plus de pogner un cancer ou de faire une maladie cardiaque ou ainsi de suite. À 15 de risque relatif, ça ne vaut rien. Ça ne remplit pas le premier critère de Bradford Hill. Quand on creuse l'étude Umbrella, OK, quand le risque relatif est trop faible, il faut aller voir le risque absolu. Et dans le fond, c'est quoi le risque absolu? Là, à l'intérieur d'une étude Umbrella, à cause de la méta-analyse, on perd les données brutes. Et à ce moment-là, la façon la plus simple d'extraire les données, c'est d'aller chercher la plus grosse étude à l'intérieur de cette méta-analyse, des méta-analyses-là. Et à l'intérieur de celle qu'on a parlé tantôt, c'est l'étude de Yang en 2015. Et quand on regarde cette étude-là, on voit que l'augmentation du risque relatif, c'était de 16 Mais c'est quoi l'augmentation du risque relatif de 16 C'est ici le risque absolu. Il y avait un risque de... On parle d'une augmentation de 0,68 pas une augmentation. Il y avait un risque de 0,68 versus un risque de 0,73 versus un risque de 0,63 Donc, la variable ici, c'est une augmentation de entre, c'est ça, c'est entre 0,53 et 0,113, donc c'est 0,1 et c'est ça qui est le fameux 15 de risque relatif, un par rapport à l'autre. Mais le risque absolu, c'est 0,7 C'est rien, c'est même pas du bruit statistique. Mais si on vous aurait dit que c'était une augmentation du risque de 0,1 personne ne serait occupé de ça. Mais quand je parle d'une augmentation de 15 les journaux se pitchent là-dessus. Ensuite, ça, c'est le deuxième problème d'une étude épidémiologique, parce qu'on parle tout le temps de risque relatif. En troisième personne, il y a ce qu'on appelle le biais santé. Le biais santé, quand on va voir dans l'étude de Reynolds qu'on a parlé tantôt, Reynolds, c'était une méta-analyse. Il y a l'étude de XU, je m'excuse si je le prononce mal. Et entre autres, ce qu'on a découvert, c'était que les gens qui consommaient 5 grammes de fibres avaient 2 fois plus de chances de consommer beaucoup d'alcool, avaient 1,5 fois plus de chances d'être obèses, 1,5 fois plus d'avoir la faiblesse, la plus faible activité et 1,5 fois plus d'éducation inférieure. Et là, ils vont vous dire, oui, mais on fait des ajustements statistiques pour ça. C'est pas vrai, on peut pas faire d'ajustements qui vont prendre en compte le style de vie des gens. Et donc, ça nous emmène à la question. Est-ce que les fibres sont un marqueur de santé ou est-ce que c'est un marqueur du style de vie santé de la personne? Ça veut dire que est-ce que c'est parce que je mange des fibres que je suis en santé ou est-ce que c'est parce que j'ai un style de vie santé
que je vais manger des fibres. Et les deux choses sont complètement différentes. L'étude de Reynolds qui est sortie en 2019 a fait réfléchir Zoé et elle s'est mise à se poser une question. Et la question, ça a été qu'est-ce qu'ils veulent comparer? Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une matrice ici avec 4 cases dans laquelle on a ici les fibres, le contenu en fibres. Donc, ici en haut, la section d'en haut, c'est la section élevée en fibres et la section en bas, c'est la section faible en fibres. La colonne de gauche, c'est la colonne faible en glucides et la colonne de droite, la colonne élevée en glucides. Donc, on a en A, élevé en glucides, élevé en fibres, je m'excuse, et faible en glucides. En bas, on a faible en fibres et faible en glucides. Ici, élevé en glucides et faible en fibres. Et ici, on a élevé en glucides et élevé en fibres. OK? Et qui sont les gens qui... Oh, c'est ça, avant, ce qu'on a, parce qu'elle a divisé les... Elle considère qu'il y a 9 groupes alimentaires et elle a divisé les groupes alimentaires dans ces cases-là. Donc, dans le groupe élevé en fibres, mais faible en glucides, on a les légumes qui ne contiennent pas de non-starchy, pas d'amidon, je m'excuse, mais boy. Et les fruits qui sont faibles en sucre, les noix et les graines. Ici, on a les groupes alimentaires, la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers qui sont faibles en glucides et faibles en fibres. Après ça, ici, on a les végétaux qui contiennent de l'amidon, les patates, ces choses-là, les fruits qui sont élevés en sucre, les légumineuses et les grains entiers. Et après ça, on a ici en bas qui sont, dans le fond, le fast-food. Et on a donc les grains raffinés, tout ce qui est junk, donc la scrap, les cookies, les biscuits, les bonbons, ces affaires-là, tout le kit, qui sont faibles en fibres et élevés en glucides. Donc, qui on retrouve là-dedans? Elle a mis ici dans la case B, Gwyneth Paltrow. Pourquoi? Parce que Gwyneth Paltrow, c'est une fan finie des fibres. Elle met beaucoup, elle s'en vante sur son Instagram. Elle aime tellement les fibres qu'elle a appelé sa fille Apple. Ça ne s'invente pas. Elle a appelé sa fille Apple. Et donc, ça, Gwyneth Paltrow, c'est le style de personne qui va manger 30 grammes de fibres. Et est-ce qu'on compare ça ici dans la case C? Et qui est-ce que Zoé connaît qui rentrerait dans la classe C? Bien, ici, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, Sean Baker. C'est ça, Sean Baker, qui est un carnivore 100%. Et à droite, Michaela Peterson, qui est une carnivore 100%. Michaela Peterson a renversé des gros problèmes de santé, de maladies auto-immunes. À l'âge de 16 ans, elle a dû avoir un remplacement de la hanche à cause d'arthrite dans sa hanche extrêmement grave et ainsi de suite. Et depuis qu'elle est carnivore à 100%, tous ces problèmes de santé se sont renversés. Et Sean Baker, c'est un médecin qui est devenu carnivore et qui est devenu une machine qui lève des poids et haltères, qui est en forme physique et ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'on compare dans ces études-là Gwyneth Paltrow avec ces deux personnes-là? Pas du tout. On va comparer Gwyneth Paltrow avec, ça ici, c'est notre clown orange Donald Trump ici, avec les gens dans la case D, des gens qui mangent du McDo, qui mangent de la scrap, qui mangent des pizzas pochettes, qui mangent des choses comme ça. Et c'est ça que les études épidémiologiques comparent.
Ils ne comparent pas eux autres ici. Pourquoi? Parce que du monde qui vont manger carnivore comme ça, il n'y en a pratiquement pas et ils ne vont pas répondre à ces questionnaires-là. Donc, ce qu'on retrouve dans ces questionnaires-là, c'est soit du monde comme Gwyneth Paltrow qui sont véganes et qui s'intéressent à l'alimentation, qui vont faire attention à leurs fibres et blablabla, à du monde qui vont manger, oui, qui vont manger du steak, mais qui vont manger du steak avec une patate frite cuite dans de l'huile de pinot, dans de l'huile d'arachide, et puis qu'après ça, qui vont aller chez Dairy Queen se taper un gros crème glacée, puis qui vont manger après ça le lendemain matin chez McDo. Du monde qui ne bouge pas, qui ne font pas de sport, qui s'en sacent un peu de leur santé. Fait que, si on regarde ça de façon sérieuse, les gens dans la classe B, c'est des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ont une meilleure éducation généralement, qui prennent soin de leur santé, ils ne sont pas en surpoids. Et ce n'est pas les gens qui nous inquiètent. Les gens qui nous inquiètent, c'est des gens comme dans la case D ici, et c'est ces gens-là qui ont des problèmes, des syndromes métaboliques et ainsi de suite. Et dans le fond, ce que l'étude, comme tantôt, dit, ce que ça sous-entend, c'est que si je donne, parce que je compare ce groupe-là en haut à ce groupe-là en bas, c'est que si je donne des fibres à ce groupe-là en bas, admettons que je leur donne un supplément de fibres et qu'ils finissent par avoir leurs 30 grammes de fibres, bien, ces gens-là vont devenir les gens du groupe B. C'est ça que cette étude-là sous-entend. Et ça, c'est complètement ridicule. Je ne peux pas manger du McDo à tous les jours, manger des pizzas pochettes à tous les jours et prendre un supplément de fibres et devenir cette famille-là en haut, super en santé, perdre mon poids et ainsi de suite. C'est complètement ridicule. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt. Est-ce que ce sont les fibres qui rendent les personnes en santé ou est-ce que les personnes qui sont déjà en santé mangent des fibres? On va regarder les mécanismes supposés des fibres parce que, en réalité, cette section-là, on devrait l'ignorer complètement parce que, comme je disais tantôt, l'étude n'a même pas rempli la première condition de Bradford Hill qui établit la force de l'association. La force de l'association doit être très élevée pour que je commence à vraiment passer à travers les 9 étapes pour finir par faire un RCT, pour établir les fameux mécanismes. Mais malgré ça, on va quand même regarder les fameux mécanismes. On dit que les fibres ralentissent l'absorption du glucose dans le système digestif et donc améliorent la sensibilité à l'insuline. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Cependant, si je n'en mange pas de glucose, est-ce que j'ai besoin de manger des fibres pour ralentir l'absorption du glucose? Non. Donc, même si ça, c'est vrai, tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas manger de glucose et je n'aurai pas besoin des fibres avec le glucose. On dit que ça va inhiber la synthèse du cholestérol et réduire le niveau de cholestérol. Et c'est vrai, quand je mange des fibres, mon LDL va diminuer dans mon sang. Et il y a des études qui le démontrent. Mais pourquoi est-ce que le LDL diminue? C'est à cause de ce qu'on appelle les stérols dans les plantes. Les stérols dans les plantes sont en compétition avec les lipides alimentaires pour rentrer dans le sang. Et à ce moment-là, c'est ça qui finit par réduire les LDL. Cependant, quand on se met à creuser l'impact des stérols au niveau des maladies cardiovasculaires, le cancer, je vous le dis tout de suite, augmenter vos stérols dans votre sang, c'est loin d'être la bonne chose à faire. Et ça,
Ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a une étude au Minnesota qui a été faite dans les années 70. Puis là, j'en parle rapidement, 30 secondes, financée par le gouvernement, qui a coûté des millions de dollars et qui a été arrêté. C'était supposé durer 7 ans de mémoire. Ça a été arrêté après 2 ans. Et qu'est-ce qu'on faisait? On remplaçait les gras saturés par des gras végétaux, des gras avec des stérols. Donc, et oui, parce que c'est une étude qui c'était pour le cholestérol, tu sais. Et oui, ça réduisait le cholestérol, mais pourquoi on l'a arrêté au bout de 2 ans à place de 7 ans? Parce que les cas de cancer ont explosé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous pensez qu'on a pris cette étude-là, puis on était voir les journaux, puis dire, écoutez, attention, là, si vous mangez des huiles végétales, vous allez augmenter votre risque de cancer. Hein, c'est sûr que c'est ça qu'on a fait, mais non. On a pris l'étude, on l'a enterrée, et ça a pris 17 ans avant qu'on ressorte cette étude-là. Et est-ce qu'il y a eu une grosse publicité là-dessus? Absolument pas. Ensuite, les fibres vont aider à la perte de poids en régularisant la quantité d'énergie qu'on consomme. Dans le fond, c'est un peu du psycho. Quand je mange des fibres, qui est un nutriment que je ne digère pas, bien, ça contient ça va me donner 0 calories. Mais il y a juste une étude qui a établi ça. Et cette étude-là, dans le fond, a démontré que les pommes étaient meilleures que le jus de pomme. Et, ben oui, on ne va pas se styler là-dessus. C'est vrai que manger une pomme, c'est mieux que de boire du jus de pomme. Mais encore une fois, il y a des meilleurs aliments à consommer qu'une pomme. Après ça, la consommation de fibres, particulièrement qui vient des végétaux, est associée à une plus grande consommation de vitamines et de minéraux et les micronutriments semblent vouloir réduire les risques de maladies chroniques. Ben oui, on le sait, quand tu manges des fibres, ben, tu manges des légumes vrais. Tu ne manges pas des affaires ultra transformées. Donc, tu as un meilleur rapport en vitamines. Et à ce moment-là, tu risques d'avoir moins de maladies chroniques. Mais est-ce que c'est les fibres qui font ça? Ou est-ce que c'est juste le fait de manger des vrais légumes? Et non pas de la scrap ultra transformée. Et en plus de ça, la viande contient plus de micronutriments et la biodisponibilité des micronutriments dans la viande est plus élevée. Et maintenant, en 5e position, les fibres vont accélérer le transit intestinal et donc réduire le temps que les particules qui sont carcinogènes vont être en contact avec la paroi de l'intestin et ainsi de suite. C'est vrai, mais ça ne te tente pas d'éviter de manger des choses qui vont donner le cancer à la place d'accélérer le passage parce que quand tu accélères le passage, tu réduis l'absorption des micronutriments. Puis si le fait d'avoir, en 3 ici, si d'avoir un côlon vide, c'est si bon que ça, pourquoi tu ne dis pas au monde de faire des jeûnes à ce moment-là? Après ça, l'ultime mécanisme, c'est les fibres donnent un bon microbiote. OK, on va regarder ça vite, en détail. Qu'est-ce qui crée un microbiote optimal? La première chose qu'on doit faire, c'est choisir des parents qui sont en santé, qui ont une bonne génétique, spécialement chez la mère. Et il faut que la mère ait donné naissance de façon naturelle, même si c'est controversé présentement. On dit que de cette façon-là, elle va transmettre un microbiote plus en santé. Deuxièmement, il faut avoir été allaité très longtemps pour avoir un bon microbiote le plus longtemps possible.
Il ne faut pas avoir consommé d'antibiotiques. Les antibiotiques détruisent un microbiote, spécialement dans un jeune âge. Les enfants qui prennent des antibiotiques, c'est extrêmement néfaste pour leur microbiote. Et l'impact peut se ressentir pendant des années. Il ne faut pas chez les enfants, mais chez les adultes, de consommer des antiacides parce qu'un antiacide va changer le pH du sucre gastrique à l'intérieur de votre estomac et ça va scraper un microbiote de façon très rapide. Après ça, il faut manger de la bonne nourriture, des aliments vrais comme à gauche et non pas de la scrap. La scrap ultra transformée à droite scrape un microbiote extrêmement rapidement. Il faut consommer des aliments fermentés, des produits laitiers, du yogourt, et ainsi de suite pour fournir des probiotiques à notre alimentation. Si vous avez fait tout ça, de manger des beans sur des toasts, qui est le summum au niveau des fibres, si vous avez fait ça, là, les bonnes choses, ben, c'est pas de manger des beans sur des toasts qui va changer grand-chose à votre microbiote. Et si vous n'avez pas fait ça et que vous avez un microbiote scrap complètement, ben, de donner des fibres à votre microbiote, ça ne va rien changer complètement. OK, maintenant, l'effet de réduire les fibres. Est-ce que les fibres peuvent être néfastes pour l'humain? Ici, il y a eu une étude, ça c'est une parmi tant d'autres, parce que j'en ai d'autres études un peu comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des personnes qui avaient au départ des problèmes de constipation, des problèmes de des lésions au niveau de l'anus, des problèmes de gonflement au niveau des intestins, des problèmes de saignement anal, des problèmes de douleur extrême. Donc, et ça, c'est leur niveau de baseline qu'on appelle avant l'intervention. Ensuite, on leur a donné une alimentation élevée en fibres. On regarde le niveau de symptômes avec l'alimentation élevée en fibres. Les symptômes, exemple de bloating, ça veut dire de se sentir gonflé, ont augmenté. Les 2 premiers symptômes, la constipation, n'a pas diminué, elle était déjà à 100% ici. Et les saignements anal ont augmenté, la douleur a augmenté, a plus que doublé. Ensuite, on leur a donné une alimentation. Oups! On leur a donné. Oh, j'ai les deux d'une shot. Bon. On leur a donné une alimentation réduite en fibres. Les symptômes ont diminué. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui s'est passé quand on a complètement éliminé les fibres de leur alimentation. Ils sont devenus 100% asymptomatiques. Est-ce que ça veut dire ça que, puis comme j'ai dit, des études sur les diverticulites avec élimination des fibres ont donné les mêmes résultats? Plein de problèmes intestinaux comme ça ont donné ces résultats-là. Est-ce que ça veut dire que les fibres ne sont pas bons pour la santé? Non, ça ne veut pas dire ça. Et oui, les fibres sont mieux que des glucides raffinés, exemple. Mais ce que ça veut dire, c'est que les fibres ne sont pas nécessairement bonnes pour tout le monde, premièrement, mais deuxièmement, que le fameux objectif de 30 grammes, ça, c'est bon pour personne. C'est basé sur du vent et c'est bon pour personne. Et ça aussi, ça veut dire que si vous avez des problèmes de santé comme ceux-là, bien, vous devriez peut-être essayer de couper les fibres. Surtout que ce n'est pas un nutriment essentiel. OK. What's really going on? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on dit ça aux gens? En 1977,
Premièrement, les protéines, c'est 15% de l'alimentation, grosso modo. Et ça ne change jamais. Mais en 77, quand on a dit aux gens de réduire les gras à 30% de leur alimentation, automatiquement, ce qu'on a dit aux gens, c'est de fixer l'objectif des glucides à 55%. 30% plus 15%, 45%, il reste quoi? 55%. Donc, automatiquement, en disant aux gens de réduire leur consommation de gras alimentaires à 30%, c'est là qu'on a dit aux gens d'augmenter leur nombre de glucides. Quand on regarde ça ici, maintenant qu'on sait que les fibres ne sont pas essentielles, comment les gens qui veulent que vous soyez dans la case B vont continuer à promouvoir ce message-là? Comment ils vont faire pour vous garder dans la case B? Parce que dans la case B, c'est là qui est le pain. C'est là qui est tous les aliments à haute teneur en fibres comme ça. Les céréales sont là. Donc, les compagnies de céréales, l'argent est là. Et c'est là qu'ils veulent que vous restiez. Toutes ces personnes-là qui ont des attraits avec l'argent, c'est là qu'ils veulent que vous restiez. Et ils ne veulent pas que vous soyez dans la case D, là. Ça, c'est sûr et certain que ces compagnies-là ne veulent pas que vous soyez malade et que vous mangiez de la junk food comme ça. Ils veulent que vous soyez dans la case B. OK? Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas, ils vont démoniser la case C ici, c'est parce que quand on compare la B avec le C, quand on compare la B avec le C, c'est que la C performe super bien par rapport à la B. OK? Sauf que eux autres, ils veulent vous garder là. L'Église adventiste veulent vous garder là. Ils ne veulent pas vous voir manger de la viande parce que n'oubliez pas que la viande, ça favorise la masturbation. La viande, c'est un péché, et ainsi de suite. Ça fait que l'Église adventiste finance les véganes et ainsi de suite. OK? Mais en regardant ça, là, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a la case A qui existe. Et qu'on peut manger élevé en fibres, si on veut, et faible en glucides. Ça existe, cette alimentation-là. Et si on prendrait un repas de ce type-là, exemple, eh bien, on se ramasse avec 945, on avait 945 tantôt. Là, ici, on a 352 calories. J'ai 31 grammes de fibres ici. Mais j'ai juste 43 grammes de glucides comparativement à 175 grammes. Et j'ai juste 9 grammes de sucre à la place de 44 grammes. Et donc, je peux manger des super bons aliments pour la santé. Harvard Scale, 1 gramme de fibres pour 10 grammes de carbs. Mais effectivement, je peux, en mangeant low carb, high fat, mais avec, comme on a regardé tantôt, non seulement je peux le faire, mais en réduisant, en respectant ça, l'alimentation LCHF, comme on a vu tantôt, la fameuse case A, gagne tout le temps. Pourquoi? Parce que mon ratio de glucides versus mon ratio de fibres, je suis beaucoup plus de 1 pour 1. Donc, à ce moment-là, je peux manger plus de fibres en mangeant moins de glucides, en mangeant de cette façon-là. Je ne suis pas obligé d'aller dans la fameuse case B en haut avec les céréales, avec le pain, avec les pâtes alimentaires et ainsi de suite. Je ne suis pas obligé d'aller là. Je peux manger faible en glucides, mais élevé en fibres. Donc, conclusion. Est-ce que les fibres sont essentielles? Non.
Est-ce que 14 grammes par jour par 1000 calories, c'est basé sur des preuves scientifiques? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des études RCT ou des méta-analyses de Cochrane sur ça? Non. Est-ce qu'il y a des mécanismes prouvés scientifiquement qui entraînent les bénéfices? Absolument pas. Est-ce que l'alimentation low carb est nécessairement une alimentation faible en glucides? Absolument pas du tout. Et bon, la petite joke qu'elle fait à la fin, beans, je ne peux pas la traduire, là, mais c'est beans being good for the heart. The more you eat, the more you fart. Et voilà. Et voilà. Donc, en conclusion, si vous voulez manger des fibres, est-ce que c'est important d'en manger? C'est pas important d'en manger. Voyons, pourquoi que ma fenêtre ne revient pas? OK, parfait. Et donc, est-ce que c'est important d'en manger? Non, ce n'est pas vraiment important d'en manger. Est-ce que vous pouvez en manger? Absolument. Est-ce que vous devez? Non, mais est-ce que vous devez surtout avoir un chiffre, un objectif? Absolument pas. Faites juste manger des aliments vrais. Si vous mangez plus de fibres parce que vous aimez beaucoup les céréales, blablabla, puis ainsi de suite. Oui, Pierre, ça va, ils ont un monstre de muscle, absolument. Un peu fort, je ne peux pas le baisser. Hey, je m'excuse, c'est peut-être parce que mon micro était proche ou je parlais fort aussi à cause de mon casque. J'ai tendance à parler un petit peu plus fort. Je m'excuse, Karine. Donc, ce que, dans le fond, le résumé de tout ça, si vous aimez beaucoup les légumes, bien, vous allez avoir un apport plus élevé en fibres et c'est correct et il n'y a aucun problème avec ça et c'est très santé tant que c'est des aliments qui ne sont pas transformés comme ça. Mais est-ce que ça devrait vous inquiéter? Est-ce que vous devriez vous dire « Ah non, il faut que je coupe un peu mon steak pour avoir plus de brocoli et tout? » Absolument pas. Si vous avez des problèmes de constipation un peu, augmentez vos gras saturés, augmentez l'huile de coco, entre autres. C'est un bien meilleur déconstipant que de manger des fibres. Et voilà. Donc, il est tard un peu. On se garde une petite période de questions. Et donc, les gens qui ont des questions, je vous demanderai d'utiliser, pas le chat, mais l'utilitaire de questions. C'est marqué Q&A en bas de votre fenêtre. Et donc, allez-y avec ça. Et de cette façon-là, vous allez avoir la chance de voter pour les questions que vous voulez voir que vous voulez que je réponde. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions, tout le monde? Est-ce que tout le monde est encore là ou je vous ai complètement endormi? Levez la main pour le fun. Corinne est encore là. Corinne ne dort pas. Claire, Marie-Josée. Karine est encore là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Oui, yes, sir. Ben, tout le monde, il n'y a personne qui dort. Et quoi? Êtes-vous en train de me dire que j'étais trop clair et à ce moment-là, vous n'avez aucune question sur les fibres? Ou ben donc, ce que j'ai dit, c'était vraiment tellement tout croche que. Ah, Claire a dit que c'était très clair. Excellent, super. Good, 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 excellent. Donc, personne n'a de questions? Oui, c'était clair. Hélène, parfait. C'était très clair. Super. Bon, ben, gang. Merci, Corinne. C'était très clair. C'était extraordinaire. C'est que je vais compléter ça de cette façon-là. Je vous dis merci. Est-ce qu'elle a. Ah, Louise, je vais répondre à une question. Le Lancet, non. Le Lancet, la question à Louise, c'est est-ce que le Lancet est financé par l'Église adventiste? Et la réponse, c'est non. Cependant, attention, il y a un nouveau groupe qui a été formé dans le Lancet qui s'appelle le EAT, E-A-T Lancet, qui a été lancé par un type qui s'appelle Willett, OK? Walter Willett. Walter Willett, c'est qui? C'est le directeur de la chaire de nutrition à Harvard, à l'université Harvard aux États-Unis. Et Walter Willett, je ne pense pas qu'il soit relié directement à l'Église adventiste. Cependant, il est sur le board of directors de Barilo, entre autres, qui est une multinationale des pâtes alimentaires.
et il y a des conflits d'intérêts longs comme le bras. Je pourrais passer l'après-midi à vous parler des conflits d'intérêts de Walter Willett là-dessus. Et c'est lui qui a lancé le Heat Lancet. Et donc, ce qui sort du Heat Lancet, c'est de la scrap, c'est ce qui sort quand vous mangez des fibres. C'est de la merde totalement. Et en plus de ça, Walter Willett le sait et n'utilise que des études épidémiologiques pour essayer de se justifier. Et malgré tout ce que les gens ont dit sur les études épidémiologiques, les vrais scientifiques, puis tout, Walter Willett n'arrête pas et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une notoriété publique énorme, justement parce qu'il est en haut de la chaire de nutrition de Harvard. Et c'est pour ça que ce qui sort de Harvard en nutrition, eh boy, c'est du gros n'importe quoi, là, à cause de ça, justement. Et voilà. Donc, gang, je vous souhaite de passer un super dimanche, malgré le fait que ce soit un peu couvert, le temps soit couvert. Profitez-en pour rester à la maison, vous reposer. Et je vous revois la semaine prochaine. Et bonne fin de journée à tous.